avec nous comme tous les lundis, Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être Bonjour là, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Et Pascal Tournier est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pascal. Bonjour Rihanna. Merci également d'être avec nous, rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire La Vie. On va parler avec vous de l'Ukraine et de l'Europe qui jouent leur avenir. Les alliés européens de Kiev se sont réunis hier à Londres. Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique vont-ils entraîner l'Europe et la faire parler d'une même voix? L'Europe peut-elle assurer son autonomie stratégique? On va évidemment en parler. Le Parlement français affichera-t-il son soutien à l'Ukraine et à la ligne d'Emmanuel Macron? Alex, il y a des débats aujourd'hui et demain. Effectivement, renforcement de nos capacités militaires ou solutions diplomatiques. La classe politique française est divisée sur la priorité à donner sur ce dossier ukrainien. Et on en parle tout de suite après l'actualité dans nos régions. On commence par notre reportage en région avec une petite parenthèse culturelle. Alors que de nombreux musées connaissent des difficultés de financement dans les Alpes-Maritimes, des lieux culturels retrouvent leur éclat. Jonathan Dupriez nous emmène à Cannes et à Grasse. Cannes et sa mythique croisette. Face à la Méditerranée, voici la Malmaison. Cet hôtel particulier de 1864, centre d'art géré par la mairie de Cannes, vient de retrouver son éclat d'antan après d'importants travaux. Derrière ces murs, 600 mètres carrés d'espace d'exposition. Celle présentée jusqu'au mois d'avril s'intitule « Luxe, calme et volupté ». La Côte d'Azur, la Méditerranée, elle a inspiré les artistes, les peintres qui ont fait le voyage dans le Midi pour plus ou moins longtemps, qui se sont installés ou pas, qui étaient simplement de passage, ont été inspirés par le territoire. Sur 3 niveaux, 129 œuvres de 56 artistes modernes et contemporains, inspirés par la lumière et les couleurs des paysages méditerranéens. Des tableaux d'artistes majeurs comme Henri Matisse, Claude Monet ou Pablo Picasso, prêtés par les plus grandes collections du monde. La Malmaison fait aussi la part belle à la création contemporaine. On participe au soutien de la création contemporaine, à la production d'œuvres. Donc pour cette exposition, il y a 6 œuvres qui ont été produites, notamment celle-ci, qui est une œuvre de Christine Guinamant, qui a été réalisée pour l'exposition. Dans ce cadre baigné de lumière, la visite se termine par un incontournable, un tour sur le toit terrasse et sa vue imprenable sur la Croisette. La Croisette, c'est un lieu absolument charmant. Le musée, l'installation est magnifique. La maison merveilleusement restaurée. Le rooftop, un régal. Ce projet, à 11 millions d'euros, s'inscrit dans un programme lancé par la ville de Cannes pour remettre la Croisette au goût du jour. La Croisette, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été conçue dans les années 60. Elle est belle, elle a un style, elle a du charme. Par contre, depuis 1960, elle est un peu désuète. Donc la volonté de David Lisnard était de recréer la Croisette, de la mettre à niveau, tout en gardant ce qui fait la Croisette. À quelques kilomètres, dans l'arrière-pays, à Grasse, un autre musée est en passe de se refaire une beauté. La Villa Fragonard, où séjourna en 1790 le peintre du même nom, a vu une partie de son toit s'effondrer en septembre dernier à cause de fortes pluies. Pendant quelques années, effectivement, ce mode constructif a tenu. Avec le temps, quelques fissures ont pu apparaître et avec des effets climatiques, on va dire, supérieurs, tout ça fait que, malheureusement, tout cet élément en porte-à-faux est venu se détacher de la façade et est tombé brutalement. En urgence, la mairie s'est donc décidée à lancer d'importants travaux, non seulement pour le toit, mais aussi la façade ou cette arche en pierre. En fait, on va reprendre toute la partie sommitale. On va procéder à un démontage avec récupération autant que possible de tous les matériaux qui sont encore sains et ensuite un réassemblage de l'ensemble de manière à reconstituer l'arche. Le maire, Jérôme Viau, suit ce chantier de près. La façade, on a commencé à travailler sur les coloris ou pas encore? Non, c'est trop tôt. Pour que le monument historique puisse rouvrir dans les meilleurs délais, la mairie aux capacités financières limitées a dû convaincre le département et le ministère de la Culture de l'aider à rassembler quelques 930 000 euros. Quand on a un projet qui est bien préparé, partagé avec le ministère de la Culture, avec la direction régionale des affaires culturelles et les partenaires, on trouve des fonds. Après, on a des difficultés, pour être honnête, pour entretenir la totalité du patrimoine parce que c'est très vaste. La Villa Fragonard, qui n'avait pas connu de grands travaux depuis 40 ans, rouvrira au mois de mai. Cette grande dame de quelques 300 ans s'offre ainsi une nouvelle jeunesse.
Voilà, une petite parenthèse culturelle, Yves, avec, alors là, effectivement, il y a eu des financements pour redorer ces lieux culturels, mais il y a beaucoup de lieux culturels qui sont en danger, faute de financement. Oui, alors il y a effectivement, d'ailleurs vous l'avez vu, là on va restaurer le Louvre et il y a des mécènes privés qui vont intervenir parce que effectivement on est dans une période de disette financière, de disette de finances publiques, avec un endettement qui est colossal de la part justement des autorités publiques. Donc il faut trouver des mécènes. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour la cathédrale, parce que je vous rappelle que les cathédrales en France relèvent de la compétence de l'État. Et pour la cathédrale Notre-Dame, eh bien, ce sont des fonds en grande partie privés qui se sont portés au secours de la restauration. Alors, le budget de la culture, j'ai envie de dire que il y a de quoi être inquiet pour le budget de la culture à terme, le budget public de la culture, avec les efforts qui doivent être fournis sur le front militaire, sur le front de la défense du territoire. C'est sûr que la culture risque peut-être d'en faire un peu les frais. Et d'ailleurs, le pass culture, qui était une initiative du président de la République, a été sérieusement corrigé et revu à la baisse cette année. Oui, alors, juste pour rebondir, on voit bien que pourtant, je suis d'accord avec vous, mais on voit bien que ces lieux culturels en région peuvent dynamiser économiquement un territoire, est une source, un pôle d'attraction. C'est ce qui se passe, en tout cas c'est le pari que veut faire les différents maires, que ce soit ici Cannes, qu'on a vu dans le film. Et je trouve ça effectivement dommage parce que c'est en même temps un cercle vertueux qui peut être mis en place et qui faute de budget et de financement, ça va être plus compliqué. Allez, on revient à l'actualité, actualité internationale, une trêve d'1 mois dans les airs, sur les mers et sur les infrastructures énergétiques. C'est ce que proposent Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique, les alliés européens de Kiev, qui se sont réunis hier à Londres pour afficher leur soutien à l'Ukraine et leur engagement à se réarmer face à la Russie. Résumé de ce sommet avec Flora Sauvage. Dimanche à Londres, les Européens se sont réunis lors d'un sommet extraordinaire sur l'Ukraine, 48 heures après la vive altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, avec un mot d'ordre, le réarmement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a insisté sur l'importance d'augmenter massivement le budget de la défense de l'Union européenne. Pour le secrétaire général de l'OTAN, l'effort doit être collectif. Si l'on veut s'assurer que Poutine n'essaiera plus jamais d'attaquer l'Ukraine à la suite d'un accord de cessez-le-feu, il est évident que les Européens devront être actifs en Ukraine pour s'assurer que la paix est maintenue, qu'elle est viable, qu'elle est durable et qu'elle est pérenne. Dans un entretien dans la soirée au Figaro, Emmanuel Macron a rappelé que les Européens veulent la paix, mais pas à n'importe quel prix. Londres et Paris proposent une trêve d'1 mois en Ukraine. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis de mettre en place une coalition des bonnes volontés. L'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour soutenir la paix sur notre continent et réussir, cet effort doit bénéficier d'un soutien fort des États-Unis. Face au président russe, Vladimir Poutine, les alliés européens de l'Ukraine ont voulu montrer leur unité. Washington a encore fait monter la pression dimanche en laissant planer l'idée que Volodymyr Zelensky allait devoir partir. Voilà, il y a évidemment beaucoup à dire sur ce sommet européen. D'abord, commencer par peut-être cette idée d'Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique d'une trêve d'1 mois. Est-ce que c'est une idée qui est viable, selon vous, Yves ? On peut en douter. On peut en douter parce qu'on sait très bien que Poutine, c'est la stratégie du mensonge. C'est très difficile d'avoir une parole, sa parole. Et on a très bien vu qu'à chaque fois qu'il y avait des tentatives de trêve, elles ont été violées par Poutine. Donc ça va être compliqué. C'est très compliqué d'avoir un interlocuteur fiable vis-à-vis de... Ça veut dire que malgré le volontarisme d'Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique, il y a une forme d'impuissance ? Oui, il y a une forme d'impuissance parce que c'est pas nous qui, d'abord, sommes sur le front. Première chose. Deuxième chose, il y a plusieurs partenaires. Il y a les Européens, mais il y a aussi les Américains, dont le général Yakovlev tout à l'heure a dit que c'était un tiers quasiment de l'armement. Et c'est un armement qui est très important, puisque c'est l'armement notamment aérien. Ou anti-aérien.
Donc ça me paraît compliqué. Et puis en face, vous avez quelqu'un qui décide seul. C'est pas une démocratie, c'est une dictature. C'est la grande différence d'ailleurs entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine avec tous les défauts qu'on peut lui retrouver, notamment sur le front de la corruption. Mais le président Zelensky, il n'est pas dans une position de force. D'abord, il est lâché, vous l'avez vu, par une partie de ses alliés. Et puis, deuxièmement, il a une opinion publique, ce que n'a pas Vladimir Poutine. Il y a un élément quand même très déterminant, c'est que cette trêve, elle ne s'applique pas forcément sur le sol. Donc là, on voit bien qu'il y a aussi, d'où la possibilité éventuelle de faire en sorte qu'il y ait des troupes, alors d'une forme de coalition, on ne sait pas exactement encore sous quelle forme, européenne, qui puissent être déployées sur le sol. Et aussi, c'est là où je vous rejoins bien évidemment, c'est qu'il est nécessaire sur cette partie terrestre qu'il y ait un filet de sécurité américain. Donc là, pareil, les Européens, bien évidemment, ne sont pas tout seuls. Et surtout, il y a quand même des précédents, notamment, on le sait, avec les accords de Minsk. On a bien vu que les Russes n'ont pas respecté. Donc c'est un jeu, effectivement, à plusieurs parties, avec plusieurs interlocuteurs. Et tout le monde, surtout, ne se fonde pas forcément sur les mêmes règles, sur la même appréhension de peut-être la paix, avec des intérêts différents. Donc effectivement, la chose n'est pas évidente du tout. Alors, en réponse au clash entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, les Européens se sont donc réunis hier. Est-ce qu'Emmanuel Macron est encore un interlocuteur pour Donald Trump? On va écouter ce qu'en pense le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il était l'invité ce matin de France Inter. Bien sûr, jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé parce que depuis bientôt 15 ans, la menace ne cesse de se rapprocher de nous. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Et c'est pourquoi la France, le président de la République, dit depuis 7 ans maintenant que nous devons relever notre défense pour dissuader la menace. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce à quoi nous avons assisté hier à Londres, c'est le réveil de toute une partie des Européens qui refusaient de voir la réalité des choses. Voilà, Jean-Noël Barrot qui disait dans cette même interview que les contacts entre Donald Trump et Emmanuel Macron étaient fréquents. Est-ce qu'il y a un réveil des Européens, comme le dit ce matin le ministre des Affaires étrangères? Mais vous savez, c'est Jean Monnet qui disait que l'Europe se fait dans les crises. Et là, c'est vrai que quand il y a eu la crise sanitaire, on a vu l'Europe qui s'est réveillée. Il y a eu cet emprunt qui a été cette mutualisation des moyens qui a été tout à fait une première. Quand il y a eu l'agression russe en Ukraine, on a vu aussi l'Europe, d'une certaine façon, dans un premier temps, au moins, se réveiller. Et là, c'est sûr qu'on a le couteau sous la gorge, si vous me permettez l'expression. Donc, mais c'est l'Europe, c'est au-delà de l'Europe, puisque le sommet d'hier a eu lieu à Londres. Londres n'est plus dans l'Union européenne. D'ailleurs, il y avait des Turcs, il y avait des pays qui sont pas dans l'Union européenne hier, qui étaient là. Turquie, donc, Canada, je pense que ça va être effectivement, en tous les cas, l'Europe peut être un moteur, mais on sait très bien que les deux nations nucléaires européennes, les Anglais et les Français, de ce point de vue, ont toujours marché d'un même pas. Sur la question du réveil européen, on peut reprendre les mots d'Emmanuel Macron. Il est minuit moins le quart avant une guerre en Europe, avant une crise vraiment réelle pour la sécurité de l'Union européenne. Et d'une certaine manière, on peut reconnaître à Emmanuel Macron le mérite d'avoir alerté depuis plusieurs années sur cette nécessité d'avoir une défense européenne autonome, sur ce manque de fiabilité de l'allié américain, sur les fragilités de l'OTAN. On se souvient, il avait déclaré que l'OTAN était une alliance en mort cérébrale et visiblement ces alliés européens n'en ont pas suivi et ce projet de défense européenne, il a mis du temps à se mettre en place et là, on en paye le prix. Avant de vous entendre là-dessus, Pascal, juste, on va écouter Raphaël Glucksmann, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron dit qu'il est minuit moins le quart. Pour le député européen, il est carrément minuit moins une. Mais aujourd'hui, il est minuit moins une. On a une Russie qui est à nos portes en situation d'hostilité viscérale vis-à-vis de nos démocraties. Les services secrets allemands, Monsieur Bruno Kahl, le chef des services secrets allemands, va devant le Bundestag et nous dit quoi? Il dit aux députés allemands qu'il y aura la guerre sur le sol de l'Union européenne et de l'OTAN avant 2029. Qui peut faire confiance à Donald Trump pour activer ce qui a garanti la paix et la sécurité en Europe pendant des décennies, c'est-à-dire l'article 5 de l'OTAN? Ce que nous devons faire, c'est assumer notre solitude et nous comporter en adultes. Pascal.
Je vais juste faire un petit pas de côté. Mais effectivement, on est à un moment de bascule parce que je veux pour preuve qu'on n'arrête pas de citer soit parfois des références historiques très, très importantes dans l'histoire. Il y a eu j'entendais ce matin, on parlait du traité de Westphalie. On parle aussi on fait référence à Emmanuel Kant par rapport à la question de comment concevoir la paix, un bon traité de paix. Bien évidemment, il y a aussi toute la période des années 40 qui ressurgit. Il y a le comparatif avec les accords de Munich. Il y a aussi la façon dont joue la partition des Anglais qui rappelle aussi comment Churchill aussi a participé à la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment, on sent que c'est un moment clé. Donc je ne sais pas si minuit moins le quart, minuit moins une, mais on voit bien dans le vocabulaire qui est utilisé, dans l'imaginaire qui est convoqué, que c'est un moment effectivement décisif pour notre avenir. Ouais, Yves, est-ce qu'il est minuit moins une avec une Russie à nos portes, comme le dit Raphaël Glucksmann, et est-ce qu'on peut encore faire confiance aux États-Unis? Est-ce qu'ils sont encore nos alliés aujourd'hui? Alors, pour la première question, je pense qu'il faut regarder ça de très près. Je pense que pour la première question, je dirais qu'on est plus face à un risque de guerre hybride. On le voit bien, l'armée soviétique, enfin l'armée russe, j'allais dire l'armée soviétique, elle a beaucoup d'incapacités aussi. Et d'ailleurs, on peut dire que l'invasion de l'Ukraine, elle a été en partie ratée, puisqu'il devait être à Kiev en quelques jours et il a bien du mal à progresser. Donc en revanche, ce qu'on a beaucoup plus à craindre, c'est une guerre de voyous, une guerre hybride, avec de multiples possibilités qui sont numériques, militaires, diplomatiques, pour essayer de semer la zizanie en Europe, puisque c'est effectivement ce qu'il cherche à faire. Et en fait, il veut sonner le déclin de l'Occident, Poutine. C'est ça. Pour ce qui est des États-Unis, c'est effectivement ce qui s'est passé vendredi augure mal de ce que pourrait être un dialogue transatlantique. On n'est pas sur la même longueur d'onde vis-à-vis de l'Ukraine, mais j'ai quand même du mal à croire, si vous voulez, que les États-Unis se détournent complètement de l'Europe. Le problème de Donald Trump, c'est qu'il s'est révélé être, et on le savait d'ailleurs à l'origine, c'est un ingénieur du chaos, au même titre que Poutine, et il est imprévisible. C'est ça le problème de Donald Trump. Il n'est pas prévisible. Et c'est tout le problème pour les Européens. Moi, j'ai envie de dire, par rapport aux États-Unis, il faut voir aussi comment la société américaine réagit, comment l'opposition démocrate réagit. On le voit sur d'autres plans que sur la question de la guerre en Ukraine, qu'il y a quand même des formes de résistance qui se mettent en place. Donc on peut peut-être imaginer que Trump n'aura pas complètement, faut espérer en tout cas, les mains totalement libres pour agir sous le coup de l'impulsion comme il l'a fait ces derniers temps. Et je veux juste rajouter un élément par rapport à ce que vous disiez sur la guerre hybride, que je trouve très intéressant. Moi, ce que tout le monde sent et je dirais qui est très inquiétant, c'est la façon dont, effectivement, Poutine veut saper totalement notre modèle, notamment notre modèle démocratique. Et c'est là où, notamment, en utilisant la division interne, et c'est là où, effectivement, il faut que les Européens montrent un front uni, ce qu'ils ont fait hier, et c'est ça que je pense qui était aussi très important à montrer dans cette réunion et ce sommet. Alors, les Européens ont montré un front uni. Est-ce que le Parlement français montrera, lui, un front uni? Alex, il y a un débat aujourd'hui et demain à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la guerre en Ukraine et la sécurité en Europe. Oui, les députés débattront aujourd'hui à 17h, les sénateurs demain à 16h30, avec à chaque fois une déclaration du gouvernement, alors sans doute une déclaration du Premier ministre François Bayrou, et puis ensuite des interventions des différents groupes politiques. Alors du côté du bloc central, on est favorable à une montée en puissance de l'autonomie de la défense européenne. On va écouter sur ce point, c'était hier, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci. L'Amérique n'est plus un allié aussi fiable, aussi stable qu'elle a pu l'être ces dernières années et ces dernières décennies. Aujourd'hui, sur ce sujet, nous devons avoir une réflexion et un dialogue stratégique sur l'architecture de la défense européenne. Une architecture de la défense européenne à laquelle ne croit pas le Rassemblement national. On va écouter son président, Jordan Bardella.
Je pense qu'il faut que la France retrouve la voie d'une diplomatie libre, indépendante, et qu'elle retrouve surtout des capacités de défense. Madame van der Leyen cherche, comme présidente de la Commission européenne, à prendre entre les mains de l'Europe des compétences qui ne sont pas les siennes, et de le faire à chaque crise. Pendant la crise sanitaire, on a vu que la Commission européenne et l'Union européenne en ont profité pour s'octroyer la compétence de santé. Pas de défense européenne, il faut une défense nationale. Oui. La défense relève de la compétence nationale. La direction à la gauche de l'hémicycle de l'Assemblée, peut-être même l'extrême gauche avec la position communiste qui privilégie la paix plutôt que la solution de défense, la solution militaire. On va écouter Fabien Roussel. Je demande instamment à ce que la France et les pays de l'Union européenne fassent le choix d'aller dialoguer avec M. Poutine. Il ne faut pas laisser Trump et Poutine discuter ensemble parce qu'ils sont capables de sceller un accord sur le dos des Européens, sur le dos du peuple ukrainien. Alors pour permettre ces négociations de paix, on l'a dit, Emmanuel Macron propose une trêve, un cessez-le-feu d'1 mois dans les airs, dans la mer et également sur les infrastructures énergétiques. Un plan de trêve qui n'a pas convaincu la France insoumise. Écoutez Manuel Bompard. L'impression d'une certaine forme de bricolage, puisqu'on nous parle d'une trêve qui aurait lieu dans les airs, dans les mers et sur les infrastructures énergétiques. Mais ça voudrait donc dire que les combats se poursuivraient au sol. Avec le constat qu'au sol, on n'est pas capable de garantir qu'il ne se passe rien. La ligne de front fait la distance de Paris à Budapest. Je pense que c'est pas sérieux. Je pense que l'objectif que doit se fixer la France, c'est d'obtenir le plus rapidement possible un accord de paix. Et un accord de paix qui ne peut pas se faire sans les Ukrainiens. Les Ukrainiens doivent être autour de la table. Et on doit créer les conditions d'un cessez-le-feu partout, y compris au sol, et ensuite d'un accord de paix. Et pour obtenir un accord de paix qui soit une paix durable et juste, il faut des garanties de sécurité. Voilà, donc il y a des lignes assez différentes au sein de la classe politique française. Oui, on le voit, ces lignes différentes. Est-ce que, selon vous, le Parlement va réussir à gommer ces différences et à se montrer uni, ou il va afficher des divergences très claires aujourd'hui et demain? Moi, je pense que surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'écouter Marine Le Pen, qui est sur une ligne de crête. Sa position est un peu compliquée, parce que d'un côté, il ne faut pas non plus qu'elle apparaisse trop je dirais, dans le camp de l'international réactionnaire. On l'a vu au moment de ce rassemblement conservateur aux États-Unis, Bardella, qui finalement, au dernier moment, n'est pas venu à ce rassemblement, qui a fait l'objet, vous souvenez-vous, d'un salut nazi, notamment de Steve Bannon. Donc je pense que pour Marine Le Pen, cette ligne-là est assez compliquée. Dans le même temps, effectivement, par rapport au positionnement européen du Rassemblement national, comme l'a dit Jordan Bardella, il est question de ne pas trop montrer que c'est une défense totalement européenne. Donc ça va être très intéressant, à mon avis, d'écouter Marine Le Pen. Oui, c'est vrai. Non, ça va être intéressant de voir ce que pense le Rassemblement national. On ne le sent pas complètement à l'aise, Jordan Bardella, dans sa réponse. Et ils sont face à un dilemme, finalement, le Rassemblement national. Parce qu'ils ne peuvent pas être paradoxaux par rapport à ce qu'ils doivent être. C'est-à-dire qu'ils défendent la France. Mais pour défendre la France, est-ce que vous pouvez la défendre seule face à tous? Ou est-ce qu'il faut la mettre, cette défense, au service de l'Europe? Et il est là, le sujet. Ouais. Ça va être le sujet principal. Et d'ailleurs, le sujet, quand je disais au service de l'Europe, c'est aussi un sujet qui touche évidemment notre force de dissuasion nucléaire. Est-ce que cette force... Marine Le Pen dit qu'on ne peut pas la partager. Non, mais personne ne dit qu'on peut la partager. Même le président de la République ne l'a jamais dit. Il faut arrêter de surinterpréter. Il a dit que vous pouviez vous servir de cette force de dissuasion comme parapluie de l'Europe, mais la seule décisionnaire, ça reste la France, évidemment, et le président de la République. Est-ce que ça risque d'affaiblir Emmanuel Macron dans ce contexte géopolitique très compliqué si de fortes divergences apparaissent au Parlement français? Je pense qu'il y a toujours en fait un espèce de réflexe de la part des Français quand il s'agit de sécurité nationale. On l'a vu bien sûr au moment des attentats. Là, effectivement, par rapport à cette situation vis-à-vis de la guerre en Ukraine, il y a quand même un espèce de réflexe où les Français se rangent derrière le président de la République. Et je pense donc je pense pas que ça puisse affaiblir le président de la République. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas.
Et puis il y a quand même des points d'unité malgré les divergences qu'on a évoquées. Le soutien à l'Ukraine, on n'a pas de parti politique aujourd'hui en France qui ne proclame pas son soutien à l'Ukraine. Et puis il y aura aussi une convergence, un accord au sein du bloc central, de la droite, de l'extrême droite et peut-être même du côté socialiste pour augmenter nos dépenses de défense et justement faire les efforts financiers, les efforts budgétaires à l'avenir pour notre budget de la défense avec cet objectif d'Emmanuel Macron qui veut aller jusqu'à 3,5% du PIB consacré à notre défense. Donc il y aura quand même des points de partage. Je vous trouve très optimiste. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si on veut augmenter le budget de la défense, il faudra réduire ailleurs. Et c'est là où... Après, ça, c'est une autre question. C'est là où les ingénieurs s'atteignèrent. C'est que c'est compliqué. Et là, il va y avoir des batailles budgétaires qui me paraissent assez évidentes. Ouais. D'abord, on n'y est pas, c'est 3%. Il va falloir... 3%, ça représente énormément d'argent. Donc, je pense que ça, il va y avoir un débat, parce qu'il va y avoir un débat notamment sur les économies à réaliser par ailleurs. Et d'où la question. À moins qu'on remette en question l'histoire des 3% du pacte de stabilité. Oui, c'est ça, et d'où la question européen. Ce matin d'Emmanuel Macron dans le Figaro, c'est est-ce qu'on le fait avec des investissements nationaux ou est-ce qu'on passe par des investissements européens ? Voilà, oui, tout à fait. Ça va être une question qui n'est pas uniquement française, qui est aussi européenne. On va voir ce qui peut arriver. On a vu que pour la crise sanitaire, on avait réussi justement à surmonter notamment la frilosité des Allemands. Bon, les Allemands ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient sur le plan économique, ils n'ont plus la même vigueur, mais ça va être intéressant de voir comment tout ça s'organise. Pascal. Oui, on parle effectivement de financement innovant. Il y a un sommet là, qui va suivre cette semaine, jeudi, entre les pays européens, notamment pour discuter de la question de la défense européenne. Donc faut espérer qu'effectivement qu'on soit créatif et innovant en matière budgétaire. Ça peut peut-être exister. Ce qui est sûr, c'est que c'est une séquence, pour répondre à la question précédente, c'est une séquence qui, de mon point de vue, ne peut que servir le président de la République. Parce qu'il était dans une impasse, là, avec l'incapacité pour lui de se représenter à l'élection présidentielle de 2027. Et là, il peut montrer, si vous permettez l'expression, toute son utilité, toute sa force de persuasion, notamment sur le front européen. En plus, il a l'avantage de l'ancienneté. C'est un président jeune, mais qui est là depuis longtemps. Et donc, c'est sûr que c'est une séquence qui, pour lui, peut être capitale. On l'a bien vu, d'ailleurs, sur les images. C'était très frappant, là, qui représentait là, le sommet à Londres. On le voyait bien. C'était lui à côté de Kersheimer. Donc, vraiment, il est au centre du jeu, en tout cas au niveau européen. Et le plan est décidé entre l'Angleterre et la France. Donc, il retrouve sa centralité, effectivement. Et jusqu'où il peut aller ? Est-ce qu'il doit dialoguer avec Vladimir Poutine, comme le demande, par exemple, Fabien Roussel ? Oui, ça c'est une posture. Sincèrement, on a vu ce que ça donnait. C'est la stratégie ou la tactique qu'avait utilisée Emmanuel Macron au début du conflit. Il avait tenu à garder le contact avec... faut toujours parler avec l'adversaire, avec l'ennemi en l'occurrence. Mais est-ce que c'est utile ? Le seul problème, si vous voulez, c'est que Poutine a une faculté aujourd'hui de mentir qui est quand même énorme. Et je crains fort que le seul interlocuteur de Poutine dans le camp occidental, tant que l'Occident existe encore, c'est Donald Trump. Un dernier mot, Pascal, là-dessus. Oui, je pense que c'est effectivement compliqué, on l'a vu, et je dirais même que ça a été contre-productif pour le coup pour Emmanuel Macron, cette séquence qu'on a vue, qu'il a mis en scène, ce dialogue avec Poutine. Là, je pense qu'il a même perdu des points quand on a vu après, bien évidemment, l'invasion des Russes de l'Ukraine. Donc, je pense que c'est à manier avec plus que doigté. Ouais, et on suivra évidemment les débats au Parlement. Ce sera cet après-midi à l'Assemblée nationale et demain au Sénat. Et on en parle évidemment de cette guerre en Ukraine. C'est à la une de la presse régionale. Et Alex, la guerre en Ukraine qui fait donc ce matin la une de la presse régionale. Ah oui, les pays européens étaient donc réunis hier à Londres pour essayer d'apporter une réponse aux États-Unis de Donald Trump qui sème l'incertitude concernant l'avenir de l'Ukraine. Il faut réarmer l'Europe. C'est le message qui est sorti de ce sommet européen qui fait la une du journal Le Télégramme. Un front commun européen qui est prêt à augmenter ses dépenses pour développer une défense européenne autonome vis-à-vis des Américains. Emmanuel Macron estime que nos dépenses militaires doivent atteindre 3,5% de notre richesse
pièces produites et il propose une trêve partielle d'1 mois en Ukraine, le temps de négocier la paix. Le président français qui souhaite également l'envoi de troupes européennes en Ukraine une fois que la paix sera scellée. Ce sera sans doute l'un des sujets de discussion aujourd'hui lors du débat organisé à l'Assemblée nationale sur cette guerre en Ukraine et sur la sécurité de l'Europe. Le même débat aura lieu demain au Sénat. À droite, le Rassemblement national et les Républicains critiquent la proposition d'Emmanuel Macron de partager le bouclier nucléaire français avec les Européens, alors qu'à gauche, communistes et insoumis demandent un dialogue de paix plus rapide avec la Russie plutôt qu'une escalade militaire. Une urgence internationale débattue au Parlement, mais ça ne fait pas oublier l'instabilité politique en France. Et oui, et cette question posée par le journal La Dépêche du Midi, le Premier ministre François Bayrou va-t-il passer l'été? Car même s'il a franchi l'obstacle du budget grâce à la non-censure des socialistes, le Premier ministre est d'abord affaibli par l'affaire Betaram et il doit maintenant faire face à des chantiers explosifs, notamment la réforme des retraites. La concertation entre les partenaires sociaux a commencé difficilement. Le syndicat Force ouvrière a déjà claqué la porte. François Bayrou promet éventuellement un référendum en cas de blocage. Et puis sur l'immigration, le Premier ministre veut ouvrir un débat sur l'identité nationale, ce qui ne satisfait ni la droite qui veut aller plus loin en restreignant le droit du sol, ni la gauche qui promet la censure en cas de politique migratoire trop dure. Allez, c'est lundi, on finit par du foot à la une de la presse régionale. Et oui, surtout que Oriane, vous aviez le sourire ce matin après la victoire de l'Olympique de Marseille. Ah bah c'est mieux que la semaine dernière. Ah bah voilà, les Marseillais qui ont retrouvé le chemin de la victoire. 2-0 hier contre Nantes. L'OM repart de l'avant. C'est à la une du journal La Provence. Sourire également chez les Strasbourgeois qui ont battu Auxerre 1-0. Et victoire également de Lyon contre Brest 2-1, même si l'entraîneur lyonnais Paolo Fonseca a été expulsé à cause d'un coup de sang contre l'arbitre. C'est à la une du journal Le Progrès. Et voilà, une nouvelle altercation avec un arbitre, ça se reproduit souvent sur les terrains de Ligue 1. Merci, bravo Rennes aussi. Et Rennes qui a gagné 4-0, on peut le rappeler. C'est la remontada rennaise. Voilà. Bravo Alex, merci beaucoup. Alex, la une du Figaro, c'est évidemment l'Ukraine face à Trump, le dilemme stratégique des Européens, Yves. Et oui, bien sûr, je pense que c'est un sujet qui va nous occuper de longues semaines. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci Pascal, vous voulez dire un mot? Non, la une du journal, c'était sur les commissions historiques en lien avec utilisées pour dans le cas des abus sexuels dans l'Église. Voilà. Et c'est-à-dire dans la vie. Merci beaucoup. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Alex, on se retrouve demain. Prochain rendez-vous, c'est à 22h avec Thomas Hugues pour Sens Public, puisqu'à 17h, vous suivrez en direct le débat sur l'Ukraine à l'Assemblée nationale. Très bonne journée. À demain.